Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors c'est un plaisir de vous retrouver. Comme chaque semaine, je vous invite à nous rejoindre sur Getter. Getter, c'est la nouvelle plateforme, le nouveau réseau social qui fait concurrence à Twitter avec bien sûr plus de liberté d'expression. On y anime le plus d'immédiat, une séquence de 2 à 3 minutes sur un sujet que vous ne trouvez pas dans cet épisode. Le lien est dans la description et on se retrouve là-bas après Immédiat. Aujourd'hui, en tout cas au sommaire, on va revenir d'abord sur les menaces de mort dont Ophélie Meunier est victime. Les journalistes sont-ils au rendez-vous pour lui apporter son soutien? Vous allez le découvrir avec nous. On revient également sur les mensonges, les diffamations et les attaques personnelles que Marion Maréchal subit ces derniers jours. Elle va nous répondre au téléphone sur Immédiat. Ensuite, en revue de presse, on repasse sur les gros titres de cette semaine, le scandale d'Orpea, les manips de la télévision, etc. Avant de passer au deuxième sujet de la semaine. Les routiers au Canada, est-ce que c'est un oubli de la part des journalistes français ou est-ce que c'est de la malhonnêteté? Immédiat numéro 381, c'est parti. Ophélie Meunier, présentatrice de l'émission Zone Interdite sur M6, est aujourd'hui menacée de mort sur les réseaux sociaux et a été placée sous protection policière dans le courant de la semaine. C'est notre image de la semaine, Jean-Yves. Oui, alors c'est une affaire quand même très importante. Le reportage de M6 avait fait beaucoup de bruit car il avait montré la réalité de l'islamisation en profondeur d'un certain nombre de villes de France, dont Roubaix. Roubaix, Marseille. Donc nous avions parlé d'ailleurs de ce reportage lors du précédent Immédiat. Il se trouve que l'animatrice de cette émission, Ophélie Meunier, a été prise pour cible et est la cible de menaces de mort suffisamment prise au sérieux pour qu'elle bénéficie d'une protection policière. Et on comprend que la menace soit prise au sérieux puisqu'on a un certain nombre de précédents, comme celui de Samuel Paty, qui n'était pas journaliste mais qui était enseignant. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les journalistes ont mis un certain temps à venir en soutien de leurs consoeurs. Il y a un certain nombre de rédactions qui ont bougé, sociétés de rédacteurs. CNews, M6, RTL, BFM, plus récemment Le Monde et Libération. Alors, Le Monde et Libération ont fait tardivement, effectivement, des prises de position. Oui, là, ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même. Voilà. Alors, on pourrait dire, là, c'est une affaire de verre à moitié vide, à moitié plein. Si on veut voir le verre à moitié plein, on va dire qu'ils ont réagi. Et c'est vrai qu'ils ont réagi. Si on veut voir le verre à moitié vide, on va dire qu'ils ont mis un certain temps et ils le font quand même pas avec une grande amplification. Ouais. Je veux dire, l'article du Monde, l'article de Libération, c'est un article parmi d'autres, c'est pas beaucoup mis en évidence, mais enfin, ils ont quand même bougé. Je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il y a là un véritable danger pour la liberté d'expression, puisqu'au fond, la liberté d'expression sur l'islam, c'est passible de la peine de mort quand même, donc ça dissuade. Oui, mais j'étais un petit peu cynique d'ailleurs quand j'ai entendu parler de ces menaces de mort. Je me suis tout de suite dit, oulala, elle va pas recevoir le soutien des journalistes, comme quoi, malgré le verre à moitié vide, à moitié plein, il y a quand même un soutien journalistique auquel je confesse, je ne m'y attendais pas. Voilà, c'est un début de prise de conscience de la menace islamiste de la part des journalistes. Et à l'image de ce qu'a fait le reportage Zone Interdite, en fait. Alors, à l'image de ce qu'a fait Zone Interdite, oui. Mais ils sont pas prêts à assumer encore totalement le reportage. Il y en a qui prennent des pincettes, voilà. Mais, malgré tout, la réalité, c'est le choc du réel. On verra bien. Alors on passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, les mensonges et diffamations dont Marion Maréchal est victime.
La nouvelle d'un possible ralliement de Marion Maréchal à la candidature d'Éric Zemmour a suscité l'émoi sur les plateaux des chaînes d'information en continu. Alors entre petits raccourcis et psychodrame familial, il s'agit là encore un petit peu d'un cas d'école d'amateurisme journalistique. Hein. Psychodrame, pourquoi déjà, Jean ? Alors, psychodrame, d'abord, il y a un côté sentimental. C'est la nièce, c'est une affaire familiale. Enfin, c'est présenté en tout cas comme tel, alors que c'est peut-être d'abord une affaire politique. Ensuite, les médias, en l'occurrence, ont plutôt repris les éléments de langage de Marine Le Pen sur la trahison vocabulaire du clan Le Pen qui est fragilisé par une trahison familiale. Marine Le Pen, d'ailleurs, a fait devant les médias un numéro, effectivement, de femmes blessées ou de tantes blessées qui mériterait sûrement un Molière, parce que c'était vraiment très bien joué, faut être honnête, très bien joué. Et ça plaît aux médias. Ça plaît aux médias parce que, on est dans l'affect, on est dans le simple, c'est facile à comprendre. C'est plus facile à comprendre que des vrais choix politiques. Donc ça, c'est le premier volet. Il y a le vocabulaire aussi. Le vocabulaire, la trahison. Mais c'est des vocables qu'ils ont utilisés d'ailleurs pour Nicolas Bay aussi. Quand on envisageait le transfuge de Nicolas Bay vers Zemmour, c'est la trahison de Nicolas Bay, etc. On sent c'est les mots du Rassemblement national. Voilà, et le vocabulaire affectif. Donc c'est assez efficace. Voilà. C'est efficace politiquement, efficace médiatiquement. Alors, il y a un autre aspect. Ben oui, alors, outre, du coup, la peopleisation de cette presse politique, il y a également une manipulation, pour le coup, une vraie manipulation de chiffres et de faits. C'est-à-dire que dans les médias, pour présenter Marion Maréchal comme une opportuniste, l'angle financier du ralliement est mis en avant. Je m'explique, c'est-à-dire que le bruit court que son école qu'elle a fondée, l'ICEP à Lyon, est un échec complet. D'ailleurs, je suis étudiant là-bas, il faut que je fasse comme conflit comme d'intérêt. Anna Cabana et que je le précise pas à nos éditeurs. Conflit d'intérêt. Le bruit court donc que c'est l'échec de cette école, etc., qui mènerait finalement Marion Maréchal à faire une reconversion en politique par dépit, etc. On écoute tout de suite quelques extraits qui résument bien la pensée ambiante. Il faut quand même le dire, elle est à la tête d'une école qui marche pas très bien. Elle veut revenir en politique et elle n'a pas 15 000 façons de revenir en politique puisqu'elle sait très bien que le RN ne lui donnera pas cette rampe de lancement à l'heure actuelle puisque sa tante bloque quand même un peu l'accès puisqu'elles sont quand même en conflit depuis quelques années maintenant, il faut quand même le dire. Son expérience privée pendant 5 ans est d'abord un échec. Donc elle se dit, je vais revenir en politique. Son école... l'ICEP, on ne peut pas dire que ça soit un succès, puis ça ne peut se faire que sur... Bon, donc elle veut revenir en politique. Du côté du Rassemblement national, on te dit que c'est parce que son école, l'ICEP, ne marche pas du tout, si tu veux, et qu'aujourd'hui, il faut qu'elle s'assure aussi un avenir, et je trahis rien, parce que elle est enceinte, Marion Maréchal. Elle doit accoucher d'ici 2 mois, c'est écrit dans le Parisien, et donc on dit, à un moment où elle va avoir charge de famille, où son école marche pas, elle veut réexister, si tu veux, de manière politique, de manière médiatique, et le camp Zemmour, c'est le mieux pour elle. Alors c'est très intéressant le propos de Tatiana Renard-Barzac, qui est une journaliste très, très conforme en général, très, très politiquement correcte, et qui là reprend la thèse de l'échec de l'école de Marion Maréchal. Alors c'est intéressant de voir la source, parce que la source de Madame Barzac, qu'on va retrouver d'ailleurs partout, c'est un article du Point, de Madame Vosner, du Point, qui elle-même a puisé ses sources dans Mediapart, sauf qu'elle a puisé ses sources dans des articles de Mediapart anciens, et donc qui portent sur des chiffres ancien, c'est-à-dire que l'école de Marion Maréchal a été créée en 2018, pardon. Elle entre dans sa 4e année d'existence. Et donc, les articles qui font le bilan de l'école font le bilan sur la base de chiffres anciens. Par exemple, on va dire, mais il n'y a qu'un permanent. Oui, il y avait un permanent en 2018, il y en a 5 maintenant. On va dire, il y a peu d'étudiants en master. Eh ben, il y en avait peu, puisque le master n'était pas créé à l'époque. Maintenant, il y en a 70. On va dire, c'est pas reconnu par l'université, l'éducation nationale. Non, parce qu'il faut 3 ans. Donc, c'est toute une série de désinformations, tout simplement en présentant comme actuelles des informations qui ne correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui. Et on voit très bien là le mécanisme de la rumeur, du colportage. Il suffit de colporter
des faits faux, des informations fausses, mais qui plaisent à ce qu'on a envie d'entendre, à savoir que ce sera un échec et que le choix de Marion Maréchal s'expliquerait par l'échec de son école, pour que ça circule, ça se répande. Et ensuite, c'est très difficile de rétablir la vérité, parce qu'on l'a dit de nombreuses fois dans cette émission, oui, c'est ça. Et on le redira lors de la cérémonie des Bobards d'Or lundi prochain, 7 février, Au théâtre du Gymnase à Paris. Eh bien, un bobard, même démenti, finit par avoir influencé les esprits. Rentré dans les esprits. Tellement, à tel point que sur les plateaux, maintenant, les journalistes disent, comme tout le monde le sait, l'ICEP est un échec absolu, etc. Alors que comme vous venez de le démontrer, c'est des chiffres un peu datés. Je reprends simplement l'article du Point. Les diplômes de l'ICEP ne sont toujours pas reconnus et ces derniers comptes publiés affichent un bilan médiocre. L'école n'a les moyens de payer qu'un seul maigre salaire et n'accueille en 2020 qu'une trentaine d'étudiants. On va écouter tout de suite Sophie Robert, la directrice financière de l'école, qui va nous donner un petit peu les vrais chiffres de l'ICEP. Alors en fait, l'ICEP, c'est au contraire un vrai succès tant sur le plan pédagogique que sur le plan des chiffres. C'est finalement une entreprise assez récente. Et en 3 années de vie, on a doublé notre capacité à recevoir des étudiants, on a multiplié toutes nos formations. Là, actuellement, on est en train on a fini notre bilan 2021 qu'on va présenter à l'Assemblée générale demain. Et donc, on va faire un petit peu le bilan de toutes ces années. Et au point de vue financier, on est parti de rien. On est une école supérieure qui n'a aucune subvention de l'État. Et malgré ça, on fait des bénéfices qui progressent d'année en année. Et donc, on est une toute jeune entreprise, mais qui s'est bien développée sur ces 2 points. Le chiffre d'affaires qu'on va déclarer là au travers du dépôt de ce bilan, c'est presque 1,2 million de chiffre d'affaires et un bénéfice aussi important qui a doublé depuis l'année dernière. Mais en fait, d'année en année, il y a une croissance. Elle s'est basée, cette journaliste, donc soit elle n'y connaît rien en comptabilité, soit elle est de mauvaise foi. Elle s'est basée sur le premier bilan de l'ICEP quand on a ouvert. Aujourd'hui, on a 35 étudiants en magistère et on a 58 étudiants en formation continue, sachant que on a ouvert d'autres formations qui sont des formations ponctuelles des week-ends, où là, on a encore une quarantaine d'étudiants supplémentaires. Je suis la doyenne dans l'équipe de l'ICEP, je suis maintenant salariée en tant que directrice financière. Donc mon expérience professionnelle est longue, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et je constate quand même qu'au point de vue de l'entreprise, c'est une excellente gestion qu'il y a eu à l'ICEP et un développement assez incroyable. Il y a peu d'écoles supérieures qui peuvent se prévaloir de faire des bénéfices alors qu'ils n'ont pas d'aide de l'État ou de subvention des collectivités. Voilà, écoutez, les choses sont précises. Alors ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'on est obligé, quand on est politiquement incorrect, on est obligé de faire constater sa réussite par huissier, parce que sinon, jamais aucun média ne le reconnaîtra. C'est inconcevable. Voilà, c'est inconcevable, donc ça ne peut pas exister. Vous ne pouvez qu'échouer, et vous êtes obligé de faire appel à un huissier pour constater vos réussites. C'est ce qu'a fait aussi d'ailleurs Reconquête de Zemmour, en faisant constater le nombre de ses adhérents par huissier. Voilà. Et je vous propose un petit mot de la fin par Marion Maréchal, directrice de l'école de l'ICEP et sujet de toute cette attention médiatique. Oui, j'ai bien compris qu'en fait l'ICEP était utilisé pour me salir indirectement, mais c'est vrai que c'est toujours blessant, d'autant plus que tout cela est parfaitement faux, basé sur des allégations non vérifiées d'un média quand même extrêmement hostile qui s'appelle Mediapart. Donc, je suis surprise que certains reprennent avec autant de zèle ce type d'éléments, et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à une réaction immédiate, puisque là, un peu de voir ce genre de manipulation dans la presse, nous avons décidé de faire venir un huissier qui a pu ainsi attester formellement à la fois du chiffre d'affaires, du nombre de salariés, du nombre de promotions, d'inscriptions, et d'ainsi mettre fin à toutes ces spéculations.
ce qui est certain, c'est que l'ICEP a été sali par capillarité pour essayer probablement salir aussi une décision ou un éventuel ralliement. J'imagine que c'est comme ça que ça a été fait. Voilà, moi, tout ce que je peux vous dire concernant l'ICEP, c'est qu'entre 2020 et 2021, on a quand même doublé le chiffre d'affaires pour arriver à plus d'1 million, qu'on a 5 salariés, qu'on a plus de 338 inscriptions depuis la création. Que l'ICEP, c'est quand même plus de 1000 heures de cours par an. Voilà, donc je ne vois pas où est l'échec, et surtout, nous sommes en développement permanent depuis la création. C'est-à-dire chaque année, nous avons de plus en plus d'étudiants qui postulent et des promotions de plus en plus importantes. En réalité, il y en a beaucoup des motifs de fierté dans cette école, puisque déjà être parti de rien et avoir en très peu de temps installé une école qui a aujourd'hui une crédibilité académique, qui a des partenariats à l'international, qui a ouvert même une filiale en Espagne, qui a vu des étudiants formés sur près de 2 ans, notamment en magistère, et qui aujourd'hui sont insérés dans la vie professionnelle, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde du privé, et réussissent et s'en portent bien, d'avoir prouvé que nous pouvions faire une école où il y avait un véritable pluralisme, où ne se pratiquait pas la censure, qui était un sanctuaire préservé des dérives woke en tout genre, de toutes ces idéologies néfastes. De prouver que nous n'étions pas finalement prisonniers de la tendance générale d'une partie de l'enseignement supérieur qui malheureusement de plus en plus tend à la fois à la médiocrité, au sectarisme intellectuel, voire à la censure, qui contribue notamment dans certaines écoles de sciences politiques à une forme d'entre-soi sociologique et idéologique qui ne rend pas service ni à la France ni à la politique. Donc voilà, avoir prouvé que c'était possible, que ça fonctionnait, et surtout j'espère demain que ça inspirera d'autres initiatives, qu'il y aura en France 10, 15, 20, 100 ICEP, et c'est ainsi que nous pourrons contrer cette tendance finalement à la baisse d'une partie de l'enseignement supérieur. Alors, vous savez, j'ai un peu l'habitude de subir des méthodes où tous les coups sont permis, voilà, y compris à partir d'informations non vérifiées. C'est toujours désagréable de voir des choses sortir sans que les journalistes prennent même le temps de passer un coup de fil pour vérifier les informations qu'ils relaient. Voilà, bon, après, l'existence et le succès de l'ICEP ne fait pas non plus plaisir à tout le monde. Évidemment, quand on dérange, il faut s'attendre à ce genre d'attaque. Voilà, mais bon, vous savez, les chiens aboient, la caravane passe. Vous voulez réagir de manière synthétique ou... Voilà, chers amis, nous avons fait de la réinformation. C'est-à-dire que nous vous avons donné une information plurielle. On a donné les faits de l'accusation, si je puis dire, mais on a aussi donné la parole à la défense. Et retenez que là où on vous parle d'échecs dans les médias de grands chemins, eh bien en fait c'est une réussite. Merci Jean-Yves. On passe tout de suite à notre revue de presse. On commence cette revue de presse avec une séquence télévisée, mais alors complètement dingue. C'est celle du passage sur LCI de Lassana Bathily face à Éric Zemmour. Et alors je vous laisse regarder, c'est assez juteux. Éric Zemmour, qui vous regarde. Bonjour Monsieur Zemmour, bonjour aux téléspectateurs. Moi je suis français, je suis fier, je suis français, je suis musulman, je suis la tolérance, j'aime la France. Pour vous, d'être musulman, c'est une exclu. D'être français. Vous me disiez que vous aimiez la République, c'est ça ? J'aime la France, j'aime la République. Pour vous, d'être français, d'être musulman, c'est un problème, quoi. C'est ça, ce que vous me disiez tout à l'heure. En gros, vous le regardiez dans votre télé, vous me disiez, est-ce que ça veut dire que moi qui suis musulman, je suis pas digne d'être français ? C'est ça ? C'est ça que je voulais dire, parce que là, c'est un peu pressant, en fait, c'est pressant. Pour vous, c'est d'être digne. D'être musulman, c'est pas digne d'être français, c'est ça ? Voilà. Dans votre salon ici dans le 11e arrondissement de Paris. Alors Barack Obama notamment a parlé de vous, François Hollande a dit que vous étiez son citoyen français préféré, vous allez recevoir l'Ordre national du mérite, et puis on peut pas tout montrer parce qu'il y en a trop, mais il y a énormément de prix. Donc ça c'est le maire de New York qui vous a fait une petite proclamation, comment on le dit en anglais, là c'est un ami qui vous a envoyé une sourate du Coran qui dit qu'il sauve un humain, sauve toute l'humanité. Ça c'est la communauté juive de Washington qui vous a envoyé une étoile de David. Là ce sont les policiers de New York, un drapeau français, je précise qu'il était là avant qu'on vienne, vous avez 4 drapeaux français en permanence chez vous.
Alors en fait, Lassana Bathily, c'est le héros de l'hypercachère dans les années 2015-2016. On l'avait vraiment porté au Panthéon dans les médias, etc. Et on l'a invité, Paul Laroux-Turou, si je prononce bien, l'a invité aux côtés de Mamadou Gassama, le Spider-Man qui avait sauvé un enfant du 4e étage, pour interroger Éric Zemmour et représenter un petit peu l'immigration française qui serait stigmatisée, quoi. Alors, effectivement, le choix des représentants de l'immigration était bien choisi, puisqu'il y avait Spider-Man, là, Gassama, et puis Lathily, qui était intervenu, qui a été présenté comme un héros lors de l'affaire de l'hypercachère. Alors, objectivement, la scène met très mal à l'aise. Elle met très mal à l'aise parce qu'on a l'impression que ce pauvre garçon n'est qu'une marionnette aux mains de ce journaliste. Il y a cette scène où il lui dit la République, oubliez pas la République. Bon, bah, Vous aimez la République. Vous aimez la République. Il y a un côté à la fois comique et qui met mal à l'aise. Mal à l'aise parce que c'est difficile de faire pire dans le paternalisme raciste. Hein. Voilà. Ces gens-là se prétendent antiracistes. En fait, c'est le bobo méprisant, manipulant ce malheureux Africain. Hein. Voilà. Alors, j'ai noté un tweet qui était quand même assez drôle. Dis au méchant monsieur ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis l'autre qui répond cette piche qu'il est là, il n'arrive pas à lier 3 mots tellement qu'il est habitué à parler sa langue natale. Oui, alors honnêtement, il a l'air sympathique. Il a l'air tout à fait sympathique, mais ça met très mal à l'aise, très très mal à l'aise, vraiment. Mais d'ailleurs, Paul Laroux-Turou, pas sa première manipulation un petit peu journalistique, de mise en scène, de décor, etc. On l'avait vu également au meeting de Villepinte d'Éric Zemmour, devant ce qui paraît être une salle vide, puisqu'il est devant plein de chaises vides, etc. C'était en fait 2 ou 3 heures avant l'arrivée de Zemmour, ce qui expliquait les places vides, etc. Donc, et en prenant le fond de scène. D'ailleurs, la photo est très parlante, puisqu'on voit la salle pleine derrière lui, et lui photographie. Alors ça, c'est un classique, le film des chaises vides. Alors après, s'il y a des militants qui voient ça, ils vont le prendre à partie. Hein. Après, les journalistes, ils se plaignent en disant on est mal vu. Bah forcément, quand les gens sont dans une salle pleine et qu'ils voient un journaliste filmer quelques salles vides, le seul coin vide, ça les énerve. Il faut comprendre. Il a eu aussi il a été un peu secoué là, je crois, lors d'une manif anti-pass sanitaire ou anti-pass vaccinal. Mais bon, voilà. Je ne dirais pas qu'il l'a mérité. Ben non, on ne le dira pas. On ne le dira pas. Mais on pardonnera à ceux qui ont perdu un peu leur calme. Bien sûr, avec miséricorde. Vous voulez revenir peut-être un petit peu sur la légende Bathily, etc. Enfin... Oui, alors, Bathily, en fait, n'a pas eu du tout le rôle qu'on lui a prêté. C'est une autre personne qui a protégé dans la salle réfrigérée un certain nombre de clients ou de personnel de l'hypercachère. C'est cette autre personne qui a débranché la salle réfrigérée pour éviter qu'il soit congelé. Ah, moi, ouais. Bon, alors, ce qu'il a fait par contre, c'est qu'il est sorti le premier. Et sortant le premier, il a donné un certain nombre d'éléments à la police qui ont été précieux. Donc, il a joué un rôle tout à fait positif et tout à fait honorable. Après, il y a eu une scénarisation, une mythification, voilà, une iconisation du personnage. Voilà. Barack Obama, lors d'un sommet international, avait parlé de lui comme étant un exemple au peuple du monde entier. Un centre dédié à la mémoire de l'Holocauste lui a décerné la médaille du courage en 2015. Enfin, c'était vraiment, à l'époque, on se souvient peut-être pas... C'est une panthéonisation avant l'heure, si on peut dire. Ouais. Et on la souhaite le plus tardif possible pour Bathily, bien sûr. Vous vous souvenez peut-être d'Audrey, l'Ornoise de 27 ans, poignardée à 14 reprises par un migrant soudanais en 2019. Aujourd'hui, comme au moment des faits, nulle mention dans la presse n'est faite de l'identité et de l'origine de son meurtrier, pourtant clairement identifié, même depuis 2019. Les articles locaux traitent l'affaire en parlant finalement de féminicide. Alors le féminicide, c'est quoi ? On a un article de l'Orne combattante qui nous explique que ses amis
à Audrey. Donc Anissa, Émilie et Méthilde, drôle de prénom, s'interrogent sur les féminicides. Alors, on dit que Audrey est décédée par féminicide, qu'il y en a eu 152 en 2019, 113 en 2020 et 10 en 2022. Elle nous parle également de déconstruction des mécanismes de domination du patriarcat et précise qu'il ne faut pas récupérer sa mémoire. La mémoire d'Audrey ne saurait supporter une récupération xénophobe et raciste. Par contre, elle supporte une récupération anti-patriarcale, en quelque sorte. Alors, le concept de féminicide, c'est un mot de novlangue, le féminicide. Le féminicide, c'est un homicide, effectivement, un homicide sur la personne d'une femme est commis par un homme. Bon, mais on entend ça constamment. Mais c'est devenu constamment. Et parmi les homicides, il doit y avoir à peu près 10% de féminicides ou 15% de féminicides. C'est ça qui est mis en avant dans l'objectif de monter le conflit entre les hommes et les femmes et de culpabiliser les hommes. Sachant que beaucoup de ce qu'on appelle ces féminicides sont en fait les auteurs sont des gens issus de l'immigration. Pas tous évidemment, mais à proportion de la présence de l'immigration en France, il y a là aussi, comme pour la délinquance en général, comme pour la criminalité en général, une surreprésentation parmi les meurtriers de gens issus de l'immigration. Mais évidemment, c'est camouflé, puisqu'on évite en général de donner le nom du meurtrier quand celui-ci ne s'appelle pas Dupont. Si le meurtrier s'appelle Dupont ou Durand, ce qui peut arriver, ou Martin, ça on va le savoir. Mais s'il s'agit d'un réfugié ou pseudo-réfugié, là, on va rester beaucoup plus discret. Vous avez tout à fait raison, parce que ça n'a pas paru finalement. Là, c'est à l'occasion de l'ouverture du procès, c'est paru dans la presse locale, ce qui se comprend. Ça n'a pas fait les gros titres nationaux, clairement. Et dans la presse locale, on parle du meurtrier présumé, du suspect qui a été arrêté, incarcéré, etc. En fait, ça fait 2 ans qu'on sait qui cet homme est, et c'est un réfugié soudanais. Alors, moi, je vais donner une recette très simple à ceux qui nous écoutent. Quand il y a un meurtre où on connaît le nom et le prénom, s'il n'est pas changé, et à ce moment-là, on sait que c'est un Européen de souche qui a commis le meurtre. Ou on ne le connaît pas, on ne connaît pas le nom ni le prénom, et dans ces cas-là, on peut présumer avec une très grande probabilité que ce n'est pas un Européen de souche. C'est vraiment les traitements différenciés. Après, il faut interpréter. Voilà. Il faut faire preuve de sens critique. Il faut faire preuve de sens critique. On sait, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on sait pourquoi. Voilà. Au moins, c'est clair. Bon alors, amis, réjouissez-vous quand même. La France a connu une croissance record sur l'année 2021. Alléluia, gloire à l'Homère. 7%. C'est un bond économique que nous n'avions pas connu depuis 52 ans, et ça, le service public aime bien nous le rappeler, et qui est bien mis en valeur par le reste des médias aussi, en général, Jean-Yves. Alors tout de même, il y a quelques interrogations qui demeurent. Moi, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est qu'en regardant les articles du 28 janvier, on a France Info qui publie à 8h que c'est au 4e trimestre, l'économie française a dépassé la richesse qu'elle avait en 2019 et retrouvé son niveau d'avant-crise, et qui finalement reprend, copie-colle et paraphrase les propos du ministre de l'économie. Et puis alors, 10 heures après, un article qui donne le son de cloche inverse en expliquant que le PIB réel, j'entends, reste 1,6% en deçà de son niveau moyen en 2019. 2 articles qui se contredisent. C'est un peu la même chose avec les Échos, etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est déjà bien qu'il y ait un article qui contredise au fond la propagande gouvernementale. Il y a un article de propagande gouvernementale, puis il y a un article factuel. La propagande gouvernementale, c'est formidable, on n'a jamais vu ça. Voilà. Et c'est les 30 glorieuses, bientôt le retour du plein emploi. Oui, voilà. Bon, voilà. Donc, au fond, ça remet les choses au point. Alors, je dois dire, le premier à avoir fanfaronné sur cette croissance exceptionnelle, sans rappeler la chute antérieure de 2020, c'est M. Gilles Boulot, le présentateur de TF1, qui d'ailleurs
est à ce titre candidat au Bobard d'Or, là. Et il mérite le Bobard, il mérite d'être cité, en tout cas, au Bobard d'Or, parce qu'il a été un précurseur dans l'affaire. Très, très, très gros champion. Et évidemment, il faut bien comprendre que ce qui compte en la matière, c'est ce qui se dit aux 20h. Ce qui paye le plus en termes de propagande gouvernementale, c'est ce qui se dit aux 20h. Et il faut savoir que les journalistes du 20h, que ce soit Monsieur Boulot, Madame Coudray, Madame Lapix ou autres, ils ont l'oreillette dans l'oreille pour passer les bons messages. Voilà. Et qui sont en contact absolument permanent avec les cellules de communication de l'Élysée et de Matignon, quoi. Ce sont des relais absolus de la propagande gouvernementale. Alors je me permets une petite conclusion sur ce sujet, Jean-Yves, c'est que finalement on parle beaucoup du bond et du regain de croissance français en matière d'économie. On parle un petit peu moins finalement du fait que nous sommes champions de la dépense publique et de l'accroissement de la dette publique, avec plus de 350 milliards d'euros sur l'année précédente et 458 milliards d'euros sur les 2 ans. Voilà. C'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment dans les médias. C'est-à-dire que quand vous cumulez 450 milliards de dettes supplémentaires en 2 ans, en regard d'une baisse quand même. Oui, ça reste une baisse PIB en fait, c'est ça qui de 1,6%, et qu'on va vous dire, il y a plein de CFP+, n'est-ce pas, qui vont dire Macron c'est formidable. Pourrait faire preuve d'un peu d'esprit critique. C'est la baisse du niveau scolaire, Jean-Yves. Oui, mais alors là, oui. Alors on passe à un scandale qui a terni la réputation d'un très grand groupe français de cliniques et d'EHPAD. Je parle d'Orpea. La publication par le journaliste Victor Castanet des Fossoyeurs, un livre enquête, a mis en lumière les conditions inhumaines de traitement des personnes âgées et dépendantes dans les EHPAD. Rationnement des couches et de l'alimentation, patients abandonnés à eux-mêmes pendant des jours entiers, une toilette souvent rapide et également rarissime, c'est tout ce qui est révélé par ce livre enquête, Les Fossoyeurs. Beau travail de journalisme d'investigation, mais peut-être un petit côté hypocrite aussi, Jean-Yves. Alors, moi, je pense que ce journaliste a fait un très bon travail. Ce qui m'a un peu surpris, voire un peu choqué, c'est les commentaires sur le thème « On découvre ça ». Or, moi, j'ai reçu, comme je pense beaucoup de monde, énormément de publicité par courriel m'expliquant, j'en ai encore reçu un après le lancement du scandale, expliquant qu'un des placements les plus rentables, c'était le placement dans les EHPAD, avec des rendements de 4,5 ou 5%. Bon. Pas le placement des vieux, le placement de l'argent. Oui, le placement de l'argent. Bon, on peut quand même se dire que si le placement est si rentable que ça, c'est qu'on doit serrer les coûts. Et ça a l'air de filer doux. Et si on serre les coûts, on les serre sur quoi ? Sur le personnel de soins, sur le matériel de soins et sur les repas. Donc c'est tout à fait étonnant qu'on découvre cela. Bon, ceci étant... Il y a déjà eu aussi des témoignages par le passé qui expliquaient que les EHPAD, c'était déjà des mouroirs où les patients étaient maltraités, etc. C'est peut-être un sujet que la société ne veut pas regarder en face. C'est difficile aussi, parce que les EHPAD accueillent des personnes dépendantes, très âgées, dépendantes par définition, et donc effectivement vulnérables. Et donc le fait d'en prendre bien soin coûte forcément beaucoup d'argent. Bon, donc si en même temps ceux qui les accueillent expliquent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent avec, ça ne peut pas bien se passer, ça c'est clair. Mauvaise logique. Alors il y a quand même un truc assez rigolo. L'ex-patron de Orpea a vendu ses actions avant la parution du livre. C'était en juillet de l'année dernière, Jean-Yves. Il s'est séparé de 5456 titres pour un montant total de quasiment 600 000 euros. C'est un financier avisé, puisque l'action valait 100 euros, maintenant elle en vaut 30, donc il a vendu au bon moment. Excellent gestionnaire. Super placement. Alors ce qui est terrible quand même dans l'affaire, c'est que une partie de l'enquête est focalisée sur une résidence à Neuilly, donc pas quand même dans un quartier pour les vieux richissimes. Voilà, et qui, je crois, coûte 8 000 euros par mois. Entre 6 000 et 12 000. Avec 8 000 euros, on pourrait quand même traiter les gens, je pense, un peu plus correctement. On pourrait leur donner plus de 3 couches par jour et plus d'une compote, quoi. Ouais. Bon.
Quoi qu'il en soit, nous passons à notre deuxième sujet de la semaine qui a complètement été éludé par les médias français. Je veux parler du convoi pour la liberté au Canada. Un mouvement populaire d'ampleur a défrayé la chronique ce week-end au Canada, ce pays pourtant réputé pour son calme, son civisme et sa détestation de toute forme de révolution. Des milliers de routiers et manifestants se sont déplacés des quatre coins du pays à la feuille d'érable pour protester contre l'adoption du pass vaccinal par le gouvernement Trudeau, une première dans l'histoire contemporaine de ce pays qui suscite à la fois des fantasmes et des diabolisations, Jean-Yves. On a un article du Monde qui explique des convois géants contre la vaccination obligatoire à la frontière. Alors, c'est très intéressant, cet article reprend directement les chiffres de la police d'Ottawa. Et le problème, c'est que la police d'Ottawa, elle n'a pas de chiffres. Elle s'avoue bien incapable de chiffrer le nombre de camions ou de participants. Alors, ça peut être arrangeant ou détrimental, on ne sait pas. La police d'Ottawa a prévenu que certaines personnes pourraient se joindre au mouvement pour inciter à la haine et à la violence. Forcément. Quand même. Là, on parle bien de politiquement correct. La haine et la violence, c'est sûr que si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, ça ne peut... Monsieur Trudeau, qui est quand même l'espèce de pendant canadien de Macron, quoi. Voilà, alors, à chaque fois qu'ils se voient, ils sont là. Oui, c'est émouvant, c'est touchant. Oui, ils se papouillent. Ils sont très tactiles, ces deux garçons. Oui, tout à fait. Ils sont très copains, Oui, très tactiles. Et on a un article de Libération qui explique ce qu'il faut savoir sur le Freedom Convoy, le mouvement anti-vax qui paralyse Ottawa. Les protestataires, la plupart sans masque. Ah oui, il fait moins 15. Il fait moins 15 à Ottawa, ils sont sans masque, attention. Les autorités redoutent que cette mobilisation puisse dégénérer et des médias locaux rapportent que des militants d'extrême droite se sont ralliés aux protestations. Alors là, c'est le combo, on ne sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a l'extrême droite. C'est qu'il y a des méchants. Oui. On n'en parle pas. Quand on en parle un peu, c'est pour dire, attention, il y a des méchants. Parce qu'on a mis beaucoup de temps à en parler. Beaucoup de temps à parler. C'est-à-dire que le mouvement a commencé déjà il y a plusieurs semaines et que là, c'est un peu l'apogée qu'on nous montre le déplacement à Ottawa devant le Parlement canadien. Oui. Mais vous avez raison, ça dure depuis plusieurs semaines et pas un mot sur Trudeau. Qui a disparu, qui est passé on ne sait où. Qui s'est évaporé. Oui, qui apparemment a été escorté vers un lieu secret après justement en réaction à ces manifestations. Mais la presse française préfère titrer sur sa convalescence, Jean-Yves. Oui. Vous comprenez, triple dosé, etc. Mais ça ne l'a pas empêché de tomber positif au Covid. Ouais. Et alors on a une vingtaine d'articles. Ça va de Gala jusqu'à BFM qui explique que Trudeau est tombé malade. Mais alors ça, c'est quand même c'est extraordinaire parce qu'on ne parle pas d'un mouvement. Alors on va nous dire, mais le Canada, c'est loin. Bon, d'abord, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup du Canada, mais là, par contre, pour nous dire que Trudeau a un rhume ou une grippe, j'en sais rien, enfin, ou un Covid. Un Covid, malgré ses 2 ou 3 vaccins, donc ça ne doit pas, par définition, ça ne peut pas être un Covid grave. Mais là, on en parle, là. Voilà, oui. Là, on a le bulletin de santé. On en parle avec profusion. Je vous lis quelques petits tweets assez rigolos. Ouverture du JT de TF1, 70 cm de neige à Boston, la primaire à gauche et le pays de Heidi. Absolument rien sur la fuite du Premier ministre du Canada face à la colère de dizaines de milliers de camionneurs. On note également que Facebook a supprimé le groupe Facebook dédié à ce rassemblement, qui comptait plus de 600 000 membres. Et enfin, je vous laisse avec mon tweet préféré de la semaine. René Chiche qui demande plutôt, est-ce que France Info a déjà entendu parler du Canada ? Ah oui, apparemment, puisqu'ils ont entendu parler du Covid de Trudeau. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez un coup de chapeau, du coup, Jean-Yves, alors, cette semaine ? Un coup de chapeau traditionnel, puisqu'il revient à peu près tous les 2 mois, lors de la sortie du nouveau numéro d'Éléments, que voici... Très beau numéro, comme d'habitude, avec une couverture consacrée à 2 femmes qui publient sur la Grèce. La Grèce, notre mère. Pour sauver l'Europe, elle réveille Homère. Il y a aussi, c'est une interview, un entretien réalisé par Laure Blanc, qui consacre aussi 3 pages à Madame de Romilly, qui est la grande helléniste française. Et donc, c'est un bon numéro en termes de transmission. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres articles. Et notamment, il y a des articles économiques très intéressants de Guillaume Travers. Et notamment, un article parfaitement lumineux sur l'inflation. Voilà. D'accord. Alors, l'inflation, c'est quelque chose quand même qui intéresse tout le monde.
c'est pas toujours très compréhensible les causes de l'inflation. Surtout si on lit France Info. Surtout si on lit France Info. Là, on a un bel article qui est un article à thèse d'ailleurs, puisque il estime que l'inflation n'est pas la conséquence de la surcréation monétaire, l'inflation actuelle, mais du retour de la rareté, notamment en ce qui concerne les matières premières et des produits comme les produits alimentaires. Voilà. Un article très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'économie. Donc on peut faire, on va dans le passé lointain, et puis on a aussi des réflexions tout à fait pertinentes sur l'actualité. Merci beaucoup Jean-Yves pour vos analyses, merci pour ce coup de chapeau. Merci à vous chers spectateurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à l'aimer, la partager, la commenter et à vous abonner comme d'habitude. Et puis retrouvez-nous sur Getter pour le plus immédiat. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.